tout le monde, Simon Laberge via Capital Équipe Laberge en compagnie de Charles-Antoine Girard et Julien Kinch de notre équipe ici pour vous parler d'immobilier. Alors, commençons par notre ami Charles-Antoine. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a emporté à choisir l'immobilier, d'être courtier immobilier dans ta vie? Qu'est-ce qui a été tes points forts? Puis peut-être aussi un peu plus tard, avec le temps, ton point un peu plus faible, que tu trouves des contraintes peut-être dans le travail? Là? Explique-nous ça un peu. C'est une excellente question. Pourquoi je suis devenu courtier? En fait, à la base, tout part de l'école. J'avais quand même de la misère à obtenir de bonnes notes. Puis je me suis regardé. J'allais aussi à l'université, le cégep et tout ça. J'ai essayé plusieurs places. Sans succès, dans pas mal toutes les sphères. Puis après ça, aussi avec le temps, j'ai remarqué que j'avais quand même une certaine aisance dans la vente, le contact avec les gens aussi, parler, tout ça. Puis il y a un de mes amis, encore aujourd'hui, Anthony, qui est courtier chez nous, qui m'avait parlé un petit peu du travail, de l'étude, du temps que ça prenait aussi, tout ça, qui est un cours relativement court, simple, qui se faisait de la maison. Puis c'est à cause de ça. Puis c'est le premier cours que j'ai commencé, en fait. C'est le premier cours que j'ai fini. Donc tout simplement, je me suis dit, OK, c'est le bon, je me lance. Puis écoute, ça fait 3 ans aujourd'hui que je suis avec toi, Simon, puis ça va super bien. Ouais. OK, parfait. Puis dans tout ça, t'as-tu des petites embûches, mettons, quand tu faisais la formation? Les maths, pour revenir à tout ce qui s'était passé dans le passé, je dirais que les maths avaient été un peu plus compliqués, mais sinon, le cours avait bien été. Puis c'est pour ça aussi que j'ai continué et j'ai pas lâché, c'est qu'étrangement, peu importe les cours que j'avais à faire, tout allait bien. Autant les examens, n'importe quoi, tout passait super bien. Puis j'aimais ça, fait que j'ai vraiment continué là-dedans, puis j'ai pas eu d'embûches, même au niveau des examens de l'OASIC ou n'importe quoi, là, ça avait très très bien été. Tu as tout réussi du premier coup. Ouais, pour la première fois. Je trippais. OK, on te demandera pas c'est quoi tous les cours que tu as eu. Ouais, non, ça va être trop long. On va coucher ici. La liste complète. Puis pour toi, mon cher ami Kinch, dis-moi donc un petit peu, là, qu'est-ce qui t'a poussé vers l'immobilier? Moi, j'ai un parcours assez spécial. J'ai été entrepreneur dans différentes sphères, à gauche, à droite, en restauration. J'ai une compagnie de backpacking, mais depuis que je suis jeune, je travaillais en restauration, puis j'avais comme un besoin de toujours travailler pour faire un peu plus que juste attendre de voir qu'est-ce qui se passe. C'était important pour moi d'essayer d'atteindre un objectif, puis de me dépasser dans la vie. Puis je trouvais que l'entrepreneuriat, c'était vraiment quelque chose qui faisait du sens. Mais après mes études, moi j'étais pas pire en maths, là, ça allait bien. Après mes études, je faisais un travail à Toronto, auditeur interne, puis ça me ressemblait pas. Je parlais à un ordinateur, je checkais des procédures. Fait que auditeur interne, c'est pas le job le plus sexy là, en partant. Puis j'ai réalisé que ça me manquait le volet personnel. Rencontrer les gens, puis faire la business aussi directement. Auditeur, j'étais plus employé. Puis éventuellement, une amie de ma femme travaillait dans l'équipe à Simon. Puis elle m'a dit « Ah, mais courtier immobilier, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant. » Fait que je suis allé souper avec. Puis elle m'a expliqué un peu c'était quoi l'idée de l'immobilier. Puis ça m'a intéressé. Puis après ça, j'ai rencontré Simon. Puis il m'a dit « Ça y est, ça va être un tabac. Tu comprends c'est quoi l'immobilier. » Puis j'ai fait mon cours. Puis après ça, c'est la belle aventure que je suis en train de vivre en ce moment. C'est là que tu as dit « Oui, je le veux ». Exactement. À l'immobilier en premier. Puis ma femme en deuxième. OK, good. Très, très fort. Puis toi, Simon, ça sort de où, cette passion de l'immobilier? Il me semble que tu as fait de la vente avant de rentrer dans l'immobilier, tu avais fait de la vente aussi d'autres choses. Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai toujours eu un intérêt pour l'immobilier. Et là, si vous remarquez, je fais pas mon âge avec... quand j'avais, mettons, 20 ans, j'avais l'air d'avoir à peu près 12 et demi, 14 peut-être. Fait que c'est clair. C'était pas favorable, on va dire, là, pour l'immobilier. Fait que j'ai fait quand même de la vente depuis je suis tout jeune, là, 9, 10, 12 ans. J'avais commencé plein de choses à mon compte. À un moment donné, j'ai déjà travaillé pour d'autres personnes. Moi, j'ai travaillé aussi dans le domaine de la moto, VTT, là, le récréatif. Puis à un bon moment donné, j'avais ouvert le journal à cette époque-là. Puis c'était marqué cours de courtier immobilier. Fait que là, j'avais appelé, j'ai appris de l'information. Puis là, il me disait que ça commençait dans 3 semaines. Les places sont limitées. Attendez-moi. C'était dans le journal à cette époque-là? Oui, c'est ça. Ça date d'après la semaine passée ou l'autre d'avant, je pense, le journal. OK, ouais, c'est ça. Je pensais que c'était dans les Cheerios. Là. Il te donnait une petite carte, tu peux devenir courtier immobilier. Cracker Jack. Ouais, Cracker Jack. Cracker Jack, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris l'information, je me suis inscrit au cours. Ça a commencé à la mi-novembre.
Puis c'était complètement différent de ce que vous avez fait, les gars. Là. Sérieux, c'était éprouvant. Il y avait près un mois off dans le temps des fêtes. Puis le 19 mars, j'avais mon permis. Puis c'était un questionnaire A, B, C, D. Choix de réponse. Ouais, yes. Fait que quand tu arrives, tu n'as pas les formations d'aujourd'hui. C'était vraiment plus du talent brut à cette époque-là qu'on va te donner des connaissances, etc. Puis moi, par la suite, j'ai fait les cours d'agréé, puis direction d'agence, etc. Puis toutes les UFC, puis ce qui va aux alentours de ça pour en venir où je suis là. Nous autres, ce qui était intéressant, c'est que quand tu avais réussi l'examen, tu avais accès à toutes les formes de courtage, le commercial, résidentiel, l'hypothèque. Tout était là. La seule chose qui restait à faire, c'était le dirigeant d'agence. Puis pour faire ça, il fallait que tu aies ton cours d'agréé. Puis là, à un moment donné, plus que la loi avançait, si tu voulais garder tes acquis, ben là, tu devais faire d'autres examens, si on veut, d'autres formations aussi au travers de tout ça. Tu avais hypothécaire. J'en ai encore. Ah ouais? Je savais même pas. C'est ça. Fait que il y avait du monde on faisait le cours de courtier. Puis en bout de ligne, tu avais le choix de faire l'examen hypothèque ou courtier pour l'appliquer. Mais tu as quand même tes droits qui sont là. Okay. C'est ça. J'ai une question pour toi. Simon, tu fais ça depuis combien d'années? Là, ça fait... moi, en fait, c'est mars 2007. OK, parfait. 16 ans, en fait, on est dans la 17e année. Là. Donc, depuis ton 16 ans, c'est sûr que tu as eu une très, très belle carrière qui se poursuit encore, mais est-ce qu'il y a eu des périodes ou une période à tes débuts qui était un peu plus creuse ou que tu as déjà douté ou le succès que tu connais te suit depuis 16 ans? Bonne question. Ouais, c'est sûr que, comment je pourrais dire, au début, tu commences, t'as rien, c'est comme tout le monde. Là. Mm-hmm. Puis là, tu as un premier 6 mois où que tu bûches, puis là, tu te dis, tabarouette, ça me coûte autant que ce que ça rapporte. Là. Fait que, puis tu te dis, bon, ben, à un moment donné, je continue. J'ai mon ami Eric qui travaille ici avec nous autres. Il m'a demandé, je sais pas trop. Là, peut-être que je devrais arrêter. Il dit, continue, tu finis tout le temps premier partout ce que tu es. Je verrai pas pourquoi que tu réussis vraiment solide. Fait que, il dit, continue, tu vas voir ce que ça va donner. Puis là, écoute, voici où ce qu'on est rendu en 2023. C'est bon. My God, ouais. Mais c'est sûr que les débuts, c'est quelque chose. Ouais. On s'entend que le grind, c'est pas... en partant, c'est pas fait pour tout le monde, je pense. Puis ça te demande beaucoup de caractère de ressortir de l'autre bord de la montagne, du nombre d'heures de travail, sans compter justement ce que ça va te rapporter, puis l'incertitude, puis tout ça. Puis, tu sais, de l'extérieur aussi, plusieurs personnes voient ce job-là comme un peu facile, dans le sens que tu vois un courtier, tu vois le gros char, la maison, l'argent, tu vois tout ça, mais on voit pas les sacrifices non plus qu'il y a derrière ça. Puis aussi, les gens, je pense, c'est pour ça, des fois, qui s'embarquent dans le cours sans un peu savoir qu'est-ce que c'est réellement que la job, puis après ça, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus dur que qu'est-ce qu'on croit réellement. Effectivement. C'est clair. C'est pour ça aussi les articles qu'on voit, là, ce temps-ci, ça y est, le double des courtiers vont quitter, là, c'est super sensationnaliste. Mais la réalité, c'est qu'il y a tellement eu une augmentation parce qu'à chaque boom immobilier, ça a l'air intéressant, faire être courtier, c'est facile. Tu mets une pancarte, tu vends ça 100 000 de plus. Fait que je suis capable, moi aussi, de mettre une pancarte. C'est clair. D'un coup, c'est pas la même game. Là. Puis l'idée, c'est ce que les gens ils voient pas, c'est les gens qui réussissent, ils sont, comment je pourrais dire, sur la crème sur le dessus. Là. Ouais. Mais ils voient pas en dessous tout le monde qui ont de la misère puis qui commencent. Puis il y en a qui ont décidé que anyway, ils levaient le pied, leur fin de carrière, etc. C'est un peu une règle de 80-20. Ouais. Puis c'est sûr que quand tu vois arriver quelqu'un qui réussit, justement, on parlait de la belle voiture, tout ça, les courtiers ils font tout de l'argent, mais dans la région de Québec, il y a environ 1500 courtiers comme nous autres, on sait, puis il y a peut-être un 150 courtiers qui sont vraiment actifs. Puis je dirais là-dessus, il y en a peut-être un tiers qui ont un succès assez intéressant. Ouais. Puis je dirais un top 1% qui va vraiment impressionner toute la galerie, 15 courtiers environ là, qui sont exceptionnels là-dessus. Là. Qui deviennent la référence pour les yeux, pour les gens, de se dire, ça c'est un courtier régulier, il fait tel montant, il a tel char, mais la réalité, c'est le nombre de courtiers qui rentrent dans le domaine puis qui se font dire, c'est un peu fake it till you make it. Prends-toi le char, prends-toi la grosse affaire parce que les clients, ils te regardent en sortant de ton véhicule, fait que t'es mieux d'avoir de quoi puis ça a l'air de rouler. Puis finalement, un an après, c'est le monde qui vend leur char en perte. Tu vas leur porter au garage. C'est ça. C'est ça le pire. Mais en tout cas, puis il y en a d'autres, les autres sont plus conservateurs puis ils gardent le char plus longtemps. On va juste dire ça comme ça. Hein? Ils ont du succès en masse. Je vois pas de quoi tu parles. Non, moi non plus. Hey, là, en parlant tantôt, on parlait des gens qui disaient il y aurait peut-être de l'argent économisé, je ne fais pas affaire avec un courtier parce qu'ils trouvent des fois les commissions peut-être élevées ou quoi que ce soit. Là. J'aimerais ça qu'on parle un peu de quelqu'un qui va tenter de vendre sa maison de par lui-même selon différents outils, les packs, Marketplace, Proprio, Kijiji, ou même le journal peut-être. Je t'envoie ça, Charles. Je te laisse répondre en premier. Yes. Pour moi, en fait,
pour vendre une propriété, c'est une question de visibilité. On s'entend. Pour la vente, ça prend un acheteur, il faut qu'il la voie. L'idée, c'est qu'il y ait plus de gens, le plus possible, qui la voient en même temps, pour créer justement une espèce de plusieurs visites de surenchère pour essayer de la vendre le plus haut possible. Si tu la mets sur Marketplace ou encore Facebook, du proprio, les statistiques le prouvent, tu as moins de visibilité, carrément. Vraiment, vraiment moins. Puis sur Centris, Realtor ou n'importe où, ben, il y en a plus. Fait qu'au final, si tu as plus de visibilité, plus de visites, plus d'offres, tu peux vendre plus cher. Là, je fais ça rapide, là, mais on comprend un peu l'idée. Non, c'est bon. Donc, oui, la commission, il y en a une, mais si tu viens à vendre, je sais pas, 25, 30, 40 000 plus haut que le prix demandé, ben, la commission est amortie puis il t'en reste même plus dans tes poches. Puis il y a aussi le... Tu sais, c'est 100% ta raison. Là, on en parle des fois. Là, c'est 9 acheteurs sur 10 va magasiner avec son courtier parce que de toute manière, c'est pas rendu gratuit. Si tout le monde le sait, te faire représenter par un courtier immobilier pour acheteur, tu payes rien. Dans le sens que il y a une entente déjà préfaite par le vendeur et son courtier inscripteur. Donc, qui voudrait pas être accompagné dans l'achat le plus important de sa vie? C'est clair. Déjà, en partant, tu as ça. Puis tu as aussi l'autre volet parce que là, c'est sûr, Charles, je ne vais pas dire qu'il est né dans la pandémie, là, mais dans le sens que il parle d'offres multiples, mais tu sais, admettons, moi, je suis pas bien vieux, mais tu sais, 2018, 2019, il n'y avait pas d'offres multiples. C'était du 3 mois, 4 mois, puis tu vas pouvoir m'en raconter d'encore plus loin de ton côté, mais d'avoir quand même une visibilité plus accrue, ben, entre toi, être visible, ou sur du proprio qui, en fin de journée, peut-être, ils vont aller cliquer, ben, que ça soit en offres multiples ou non, tu as plus de chances de trouver le bon acheteur pour toi parce qu'il y a un courtier derrière qui a fait la job, qui s'assure que la personne est préqualifiée et qui est prête à acheter. Là. Non, absolument. Ça, c'est clair. Puis, pas juste ça, présentement, dans un marché où on voit qu'il y a 3% seulement des transactions qui se font dehors d'un courtier. Ouais. Normalement, c'est à peu près 10. Ouais. Puis moi, j'ai déjà vu des marchés où c'était 35. C'est impressionnant, là. Vraiment. Puis c'est ça qui est drôle parce que des fois, le monde, il part en panique. Là, où on a même des fois des gens qui disent que du proprio leur a mentionné qu'il vendait 40% des ventes, pas avec courtage. Mais quand tu ventiles le 40%, il y en a que c'est des histoires de divorce. Ça n'a aucun lien avec du proprio. Transfert, un leg, quelqu'un qui décède dans la famille. Après ça, tu as les ventes neuves qui ne passent pas nécessairement par des courtiers. Puis au final, tu te réalises qu'il y en a peut-être justement en ce moment 4-6%, mais à travers ces ventes-là, 50%, il y a des courtiers qui vont avoir amené un acheteur puis qui font une transaction, là, qui s'occupent de la transaction au final. C'est juste que les autres veulent vendre. Là, quand tu regardes les du proprio, quand il y a un courtier qui se présente, je pense qu'ils sont même plus contents parce qu'ils se font vérifier puis ils ont moins d'erreurs potentielles à leur transaction. Hey, j'ai une petite anecdote. J'ai rencontré récemment un client. On a jasé un peu que nous autres, mais en tout cas. Fait que là, le client, il me fait venir chez lui, puis lui, il tente de vendre la propriété de par lui-même. Puis le pire, c'est qu'il y a quand même proprio, que eux autres, ils ont un service de documents qui sont là. En tout cas, un moment donné, en jasant avec, il me dit qu'il y a une offre d'achat, mais moi, il y a quelques semaines, il m'avait dit qu'il y avait une offre, mais ça l'avait tombé. OK? Fait que là, j'ai OK, depuis quand montrez-moi ça le document? Fait que là, il me montre le document, puis ça datait d'à peu près une semaine avant que je le rencontre. Fait que là, je regarde, c'est marqué sur une feuille lignée, là, les noms, là, monsieur un tel vend la maison. Un bout de papier. Un acheteur un tel, c'est ça. Bon, l'adresse, les coordonnées des gens, ça avait un certain sens. Mais à un moment donné, c'était exemple 60 jours pour payer comptant la propriété, 60 jours pour sortir un financement, 30 jours pour faire une inspection, mais il n'y avait aucune condition si jamais la condition n'est pas réalisée. Exemple, si c'est pas... Nul et non avenu. Oui, nul et non avenu. Si c'est pas réalisé en 60 jours, il se passe quoi après? Là, je regarde le client dans les yeux, j'ai dit, il se passe quoi après 60 jours? J'ai dit, il y a un autre 60 jours, ça donne une semaine, vous lui donnez 1000 $. J'ai dit, c'est quoi qui arrive? Là, il me regardait, puis... en tout cas, by the way, là, on continue de regarder, puis c'était comme ça tout au long des conditions. Puis là, il y a un moment où il y a une mise de fonds, un cash qui est supposé être donné, un acompte, juste à côté des signatures. Fait là, je les avais reçu le montant. Et il dit, là, je ne veux pas dire des choses spécifiques pour que les gens s'identifient non plus. Là, là il dit, non, je ne l'ai pas encore reçu. Là. Il dit, c'est pour ça que l'offre n'est pas valide. Ben là, j'ai dit, rien qui dit que c'est pas valide si vous ne recevez pas le montant d'argent non plus. Là. Ouais. Fait que, puis là, j'ai à avoir signé là, on dirait que vous l'avez déjà reçu. Fait que là, le monsieur, il sort les 2 copies de son fort document. Il dit, moi, il dit,
l'acheteur n'a pas la copie du document. Fait qu'il dit... il n'est même pas parti avec sa copie. Il n'est pas parti avec sa copie. Fait que là, j'ai OK, ouais, mais j'ai dit en partant, j'ai un contrat verbal, c'est aussi bon. Ouais. Là, il y a 2 acheteurs. Fait que j'ai dit un contre l'autre. Fait que moi, pour aujourd'hui, je peux pas rien faire pour vous, mais j'ai dit, je vais vous poser une dernière question. Votre acte de vente, c'est quand? Fait que là, il me sort une date. C'est même pas marqué dans votre promesse d'achat. Alors, en tout cas, c'était assez exceptionnel. Mais là, la personne a vraiment réalisé qu'elle a besoin d'un courtier. Là. Ouais. C'était... Écoute, nous autres, on ferait la moitié d'une erreur qu'il y avait là-dedans. On serait même plus... ça serait de l'oubli. C'est ça que j'allais dire, c'est que souvent, oui, les vendeurs paient une commission, mais c'est plus que juste pour mettre un vendu sur une pancarte. Ben, c'est clair. Ben oui. Pour les protéger, juste dans les documentations, tout ce qu'on peut faire pour eux autres, ça vaut de l'or. Là. Ben oui. Ça vaut de l'or. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en fait, c'est normal que les gens aient une réticence. Ils te connaissent pas, tu l'appelles au téléphone, tu le rencontres. Eux, ils voient un montant d'argent. Mais c'est notre job aussi de leur montrer comment ils vont en économiser puis comment ils vont en faire. Là, notre job, c'est de bâtir des relations puis de mettre les gens en confiance pour que le processus se passe bien. Mais c'est sûr que dans leur cours au début, il y a toujours, la première fois que j'appelle quelqu'un sur du proprio, là, non, pas un courtier, non. Puis à chaque année, on réussit à inscrire avec l'équipe du proprio, les vendre dans un délai plus rapide, qu'il y ait plus dans leur poche. Mais ça se fait sur le... On dirait avec l'expérience, tu gagnes confiance, puis les gens le voient aussi. Là. Absolument. Là, il y a quelque chose qui m'emporte justement en allant là, parce que le temps, il avance un peu aussi. Qu'est-ce qui est intéressant, puis quand vous allez rencontrer des clients, qu'est-ce qui est intéressant à nous autres, Équipe Laberge, et qu'est-ce qui est notre plus-value? Puis je vais commencer avec toi, Charles-Antoine, justement, par rapport à ça. Je vois ton sourire d'un gars qui est sûr de sa shot. Ouais, exactement ça. Dans le fond, la question, c'est quoi? Tu veux savoir? Je veux savoir, c'est quoi, tu rencontres des clients, qu'est-ce qu'on a comme plus-value? Qu'est-ce qui va faire qu'à la fin de ce podcast-là, du monde qui se pose une question, vont choisir Équipe Laberge? Puis je reviens à mon point de tantôt qu'on parlait du proprio, à la visibilité. Tu sais, je veux dire... C'est sûr, ça fait juste 3 ans que je fais ça, mais quand je vais chez les clients pour signer un mandat, je leur dis, écoute, je suis dans l'équipe Laberge, il n'y en a pas un qui m'a dit, je sais pas c'est quoi. Là. Ouais. Fait que, la visibilité qu'on a à la radio, j'ai des camionneurs qui m'appellent, ils me disent, j'ai entendu à la radio, viens, j'ai pas mis les clients acheteurs comme ça, à cause de la radio, à cause qu'ils nous entendent. Fait que tout ça a une notoriété aussi. Mm-hmm. Après ça, les pancartes un petit peu partout, le nombre d'inscriptions qu'on a aussi également. La visibilité qu'on porte. Visibilité, tout, pour moi, le succès tourne autour de ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'on investit autant là-dedans, c'est que je pense que c'est une clé. Ouais. Puis ça donne énormément aussi le mot m'échappe, là, mais de réconfort aux clients aussi, quand il sait qu'il confiance. La confiance, exact. Ouais, puis tu sais, clairement, je m'en souviens pas c'est quoi exactement les chiffres, mais par année, c'est, on va dire, entre 400 à 700 transactions. Il y a une expérience. Ah oui, absolument. Moi, j'ai l'impression qu'un courtier, la valeur d'un courtier se base sur les up and down de sa carrière. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est que, oui, la visibilité, puis c'est probablement un des plus gros facteurs à quel point on se différencie des autres parce qu'on est une grosse équipe et on est capable d'aller chercher beaucoup de médias, mais on en voit tellement des choses dans notre groupe, dans notre équipe, qu'on est capable de se jaser puis on évolue plus rapidement qu'un courtier moyen qui a eu, exemple, même un bon courtier qui roule à 20, 30, 40, 50 transactions. Quand tu en as 500 par année puis tu entends tous les petits accrochages, qu'est-ce que j'aurais pu faire, comment j'aurais pu les détails. Protéger davantage ou qu'est-ce que toi tu as fait, c'est tellement bon pour les clients puis les futurs clients qui vont être avec notre équipe parce qu'ils savent qu'il y a pas juste la personne devant elle, il y a l'équipe derrière qui est au soutien puis qui est capable d'aider. C'est un très bon point. Puis surtout que, exemple que j'ai une question pour des clients mais j'ai pas la réponse, ben on est 17 à pouvoir s'aider complètement. Fait que, au final, tout le monde est gagnant, c'est sûr, certain. Oui, c'est sûr. Puis ça, au niveau de la stabilité, on est là, puis l'expérience, justement. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'entre nous autres, en plus, on a une collaboration vraiment le fun, puis on s'entraide. Là. Ben oui. Ça, c'est des points forts qu'on a là-dessus. Ouais. Fait que, on va terminer là-dessus, les boys. Fait que pour une première expérience en podcast Équipe Laberge, très pour nice. ceux qui veulent nous rejoindre, on a le numéro de téléphone 88 628 3720 ou encore une fois sur simonlaberge.com.